Nous sommes mardi 13 mars 2018 et vous suivez le journal des sports JDS La Quotidienne. Bonsoir à tous. Au menu de notre soirée. Arrivé en Côte d'Ivoire du légendaire trophée de la Coupe du Monde convoité par tous les footballeurs de la planète. Plus de 6 kg en or pur de 18 carats. Après son sacre à Birmingham le 2 mars dernier, Muriel Aouri, la championne du monde de 60 mètres en salle, entre fièrement au pays présenter sa médaille d'or. Tennis, Master 1000 en Californie. Roger Federer, le numéro 1 mondial, se qualifie facilement pour les huitièmes de finale. Bakariko Kapit, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Cathy. La Côte d'Ivoire ne sera pas à la Coupe du Monde, mais la Coupe du Monde est arrivée ici en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui même, la belle dame est arrivée sur les bords de la lagune Ébrié. Oda Legbe était à l'accueil. Après des passages par l'Afrique du Sud, l'Ouganda, le Nigeria et le Sénégal, la Coupe du Monde est à Abidjan pour 2 jours avant d'achever son périple africain en Égypte. Après l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, la Coupe du Monde a été présentée au président de la République avant d'être exposée mercredi sur le parking de l'Hôtel Ivoire. Comme lors des années précédentes, le trophée de la Coupe du Monde a entrepris une tournée planétaire avant de s'installer en Russie, le pays hôte du mondial dont le coup d'envoi sera donné le 14 juin. Au total, 91 villes reparties dans 51 pays et sur les 6 continents seront visitées. Il faut rappeler que le Nigeria, l'Égypte, le Sénégal, la Tunisie et le Maroc sont les 5 pays qui vont représenter le continent africain lors de ce mondial. Voilà, le trophée est bien chez nous avant d'être visité par le grand public. Ce chef-d'œuvre en or 18 carats a été présenté au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Oda Legbe. C'est à 11h25 que l'avion avec à son bord le trophée de la Coupe du Monde a atterri à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Les ministres François Albert Amicha et Maurice Bondama ont eu le privilège de voir le trophée avant les autres invités. Après un point de presse à l'aéroport, le cap est mis sur la présidence de la République où l'ambassadeur de la FIFA, Christian Karambeu, a eu l'honneur de présenter la coupe au président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara a exprimé sa déception suite à la non-qualification de la Côte d'Ivoire au Mondial 2018 en Russie, mais pense qu'en 2026, la Coupe du Monde sera, pourquoi pas, remportée par la Côte d'Ivoire. Le ministre des Sports et Loisirs et le vice-président de la Fédération ivoirienne de football se sont également réjouis de la présence du trophée de la Coupe du Monde en terre ivoirienne. La délégation de la FIFA est aujourd'hui à mi-parcours et elle a tenu à venir à Abidjan, en Côte d'Ivoire, parce qu'elle considère la Côte d'Ivoire comme un terrain de football, une nation de sport. C'est vrai que ce n'est pas la même chose quand vous êtes qualifié que quand vous n'êtes pas qualifié. Avec la qualification, il y a plus d'engouement, ça donne encore plus de frissons parce que vous partez à la conquête de ce trophée, donc ça a un caractère assez particulier, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. L'ambassadeur de la FIFA, Christian Karambeu, qui est à sa 34e tournée en Afrique avec la Coupe, ne ressent que de l'émotion après ces différentes visites. Le trophée de la Coupe du Monde suscite beaucoup d'émotions, suscite beaucoup d'engouement. Il y aura bien sûr... Tout à l'heure, on va voir cette ferveur populaire qui va être traduite par les jeunes qui vont pouvoir faire des photos avec le trophée et de surcroît s'inspirer et d'avoir autant d'énergie pour 2026. Le trophée de la Coupe du Monde a entrepris sa tournée mondiale le 23 janvier 2018 à Colombo, au Sri Lanka, et elle va s'achever le 1er mai 2018 à Vladivostok, en Russie. 91 villes issues de 51 pays sur les 6 continents. Et en ce qui concerne l'Afrique, 12 villes seront visitées, ont déjà commencé à être visitées, issues de 10 pays. Alors messieurs, le trophée de la Coupe du Monde en Afrique, quel impact? Eh bien, il s'agit du trophée le plus convoité de la planète, que l'on obtient au terme de la compétition la plus célèbre du sport qui est qualifié de sport roi dans le monde entier.
Et c'est la possibilité pour tous ceux qui jouent au football, tous ceux qui ont joué au football, tous ceux qui veulent jouer au football, de voir le trophée de leurs propres yeux, non plus à travers le prisme de la télévision. Et on a parlé d'engouement, on peut même parler de fierté de trouver ce trophée en Côte d'Ivoire, c'est la deuxième fois d'ailleurs. Et ma foi, c'est un trophée, c'est une arrivée qui lance en fait dans notre esprit la compétition de la Russie 2018. Beaucoup de regrets? Non, pas du tout. En fait, il faut repartir du bon pied et regarder le fait que bien que la Côte d'Ivoire ne soit pas qualifiée et que la Coupe vienne dans notre pays comme une marque de considération pour notre pays et surtout une marque de considération pour nos résultats antérieurs. Parce que c'est vrai que cette année on ne s'est pas qualifié, mais on a fait quand même 3 coupes du monde de suite. Et cela se respecte, cela vous inscrit au nombre des pays qui ont de la place dans l'échiquier mondial du football. Mais il y a aussi le fait qu'on sait que nous sommes un pays de sport et qu'en termes de suivi des grandes compétitions, les Ivoiriens sont parmi les plus grands téléspectateurs, des plus grands spectateurs de ce type d'événements. Quand on regarde bien, la Coupe du Monde visite tous les pays pour que la Coupe se rapproche encore un peu plus des populations. Montrer aux populations que c'est vraiment le trophée de tout le monde. Et en allant vers les populations, c'est une opération marketing, c'est une opération de promotion du football. Je le dis souvent aux responsables de clubs, mais on n'est rien sans le public. Et donc la Coupe du Monde qui a pourtant tous ses moyens, toutes ses ressources, vient vers les populations. Ces populations ne l'ont pas toutes en Russie, mais c'est une population qui est derrière les écrans, c'est une population qui est derrière tous les opérateurs économiques qui accompagnent la Coupe du Monde. C'est une vraie opération marketing et c'est un exemple que nos fédérations, nos clubs, nos associations doivent suivre. Ce sont les populations qui font la qualité des événements sportifs. Donc on retient que ça a un impact marketing, un impact de popularité, un impact pour solliciter l'engouement au niveau des populations. Respecter les populations et respecter le rôle qu'elles jouent dans toute la qualité des événements sportifs. Il n'y a pas de grands événements sportifs sans public. Absolument. Quand on parle de stars, il s'agit de gens qui sont aimés par du monde. Donc il faut aller vers ce monde pour lui montrer ce qui se fait, pour lui montrer qu'est-ce que ça apporte, pour lui montrer quelle est son importance. Nous tous, on a envie d'être choyés. Le public se sent choyé quand la coupe vient vers lui. Donc moi je pense que la FIFA a compris depuis 2006 et il continue, le nombre de pays augmente quasiment chaque année. C'est vrai que des 23 du départ aux 91 aujourd'hui, la tendance à la croissance a baissé, mais on a la même réalité. Il y a certains pays où ils vont dans 2 villes différentes. Absolument. Pour tenir compte des différences de région et tout. On va le voir tout de suite du côté de l'Afrique. Déjà le 22 février, ça a commencé à Khartoum au Soudan. Ensuite, il y a eu Addis Abeba, il y a eu Nairobi au Kenya, Maputo au Mozambique, Johannesburg et Cape Town. Absolument. Voilà, absolument, dans le même pays, l'Afrique du Sud. Exactement. Kampala, ensuite Abuja et Lagos au niveau du Nigeria. Ce sont de grands pays. Des grands pays, oui. La coupe qui vient donc de Dakar dernièrement, les 11 et 12 mars. Et puis aujourd'hui, la coupe arrive en Côte d'Ivoire, à Abidjan, pour aujourd'hui et pour demain. Elle achèvera sa course en Afrique, au Caire, les 15 et 16 mars prochains. Pourquoi une tournée avant chaque mondial, justement? Eh bien, Capi en a parlé, c'est d'abord une opération de promotion commerciale. Alors, nous avons derrière la FIFA de gros sponsors, des marques de boissons gazeuses, de produits pétroliers, de cartes bancaires, et qui veulent faire en griffe mousser l'événement. Mais ce n'est pas seulement une opération de marketing, c'est également une opération de promotion sportive. Et effectivement, l'engouement provoqué par cet événement va attirer davantage de personnes dans le domaine du sport et puis va préparer les milliards de téléspectateurs à cet événement qui va se dérouler bientôt. Donc, c'est sur le double plan de la promotion du sport, c'est ce qui est le plus important d'ailleurs, mais il ne faut pas non plus négliger la promotion commerciale parce que quand on construit 12 stades dans lesquels vont compétir 240 nations, enfin, dans lesquels vont compétir ceux qui sont qualifiés parmi les 240 nations de football, qu'il s'agisse de l'Asie, de l'Océanie, de l'Europe, de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, eh bien, il faut faire les choses en grand. On
on donne la véritable dimension de l'événement à travers cette tournée mondiale. Absolument. Donc, c'est d'une importance capitale au niveau du sport que la Coupe du Monde puisse faire cette tournée avant la compétition. Et cette année, on le rappelle, la compétition se déroulera du côté de la Russie. Un mot sur le choix des pays, parce que pour ceux qui ne le savent pas, quand on sait qu'en Afrique, par exemple, le Maroc et la Tunisie sont qualifiés pour la Coupe du Monde, mais la Coupe n'arrivera pas dans ces deux pays-là. Quels sont les critères de choix finalement ? En fait, il ne s'agit pas de célébrer les pays qualifiés. Il s'agit d'aller dans une opération de promotion vers des pays qui sont considérés comme des pays à conquérir pour la FIFA. Quand vous regardez aujourd'hui, à titre d'exemple, vous verrez que le prochain derby en Angleterre se jouera à 1h, qui est calé sur l'oreille asiatique. Parce qu'ils veulent que ce match-là soit suivi en Asie. Déjà, la Ligue avait fait la même chose avec le Classico entre Barcelone et Real. Le match était à 13h pour qu'il puisse être vu par le maximum de téléspectateurs asiatiques. Mais pourquoi ils font cela? Mais parce qu'en matière de sport, on a 3 grandes ressources. On a la billetterie, c'est-à-dire les personnes qui sont déplacées au stade. On a les droits télévisuels et le sponsoring. Mais tous ces 3 éléments sont tenus par un seul client, c'est le public. Donc, il faut absolument aller vers le public pour emmener le public à adhérer à l'événement. Et c'est quand on a amené le public à adhérer que la télé vient, que les sponsors viennent, que tout le reste vient. Et la FIFA nous donne l'exemple. Nous devons suivre cet exemple. Pour moi, je suis content de cette tournée-là et c'est ce que je voudrais qu'on retienne. Un public dont on a besoin, il faut aller vers lui. Parce que c'est lui qui fait ta force, c'est lui qui, comme on dit en matière d'entreprise, c'est le client qui vous paye, vous tous. Donc, alors, respectez-le, parce que si vous n'allez pas à sa conquête, vous n'allez pas à la conquête de ses besoins, eh bien, il y a un moment où vous allez vous retrouver tout seul. La Coupe du Monde, c'est un trophée qui aujourd'hui a des grands sponsors, mais la Coupe du Monde, c'est qu'il faut entretenir la popularité qui fait que c'est l'événement sportif le plus grand aujourd'hui au monde. D'autres critères? Oui, alors d'abord, il faut savoir que ce n'est pas le critère de la participation à la compétition qui est déterminant, même s'il compte énormément. Maintenant, il faut savoir que la liste n'a pas été établie de manière fortuite. La FIFA, il n'y a pas de liste noire non plus, mais la FIFA veut aller vers les pays qui ont fait de gros efforts dans la promotion et dans le développement du football, vers les bons élèves, c'est-à-dire ceux qui ont respecté scrupuleusement les différents programmes goals, les différents programmes concernant le football féminin, les programmes concernant également l'utilisation des fonds alloués par la FIFA. Donc, c'est tous ces critères-là qui rentrent en ligne de compte. Mais on se retrouve forcément, parce qu'on ne sent pas, par exemple, que la Tunisie n'a pas été visitée. Pourquoi? Parce que le football est universel. Et ce n'est pas parce que la Tunisie n'a pas été visitée que les Tunisiens vont se sentir frustrés. Mais tout le monde est concerné par l'événement, donc la FIFA ne peut pas non plus visiter tout le monde. Alors elle va choisir selon un certain nombre de critères, elle va prendre ses bons élèves, elle va prendre ceux qui travaillent bien. Voilà. Et je rappelle que la Coupe du Monde ne peut pas être touchée comme ça par tout le monde, seulement par les personnalités et par les champions. Voilà. Donc, un trophée en or massif. Un trophée en or massif. Il y a même attention, parmi les spectateurs, soyez sûr qu'il y a un grand nombre de détectives qui suivent parce que cette Coupe du Monde a déjà été volée. Quand elle a été attribuée pour la 3e fois au Brésil, elle a été volée. Et comme à l'époque, la règle, c'était 3 fois vainqueur et on garde le trophée, eh bien, on a dû refaire une réplique pour les Brésiliens. Alors, le nouveau trophée s'appelle le trophée de la Coupe du Monde FIFA. Croyez-moi, cette mésaventure ne va plus se produire parce que absolument. Donc, ne vous attendez pas à toucher la Coupe du Monde. Vous allez la voir à travers la vitre voilà, qui la recouvre, mais seulement vous pourrez prendre des photos. Ne vous sentez pas du tout frustré. C'est pour le prestige et puis c'est pour éviter que cette Coupe du Monde disparaisse. Voilà. Elle ne va pas disparaître ici à Abidjan. On va pas avoir qu'on appelle ça le trophée de la disparition de la Coupe. Non, pas du tout. C'est pas possible. Nous sommes disciplinés. Voilà. Je vous retrouve, messieurs, tout à l'heure dans la dernière partie pour parler ensemble de la Ligue européenne des champions.
Autre actualité ici en Côte d'Ivoire, c'est bien sûr l'arrivée de Muriel Aouré, la championne du monde du 60 mètres qui est déjà arrivée. Notre reporter Salif Ouattara est à l'aéroport, mais pour l'instant pas encore revenu à la station. Certainement, vous aurez droit à son reportage en fin d'édition ou demain d'ailleurs, puisque demain, Muriel Aouré et sa vice-championne Marie-Josée Talou seront avec nous sur ce plateau du journal des sports. À présent, un bol d'air avec la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre qui était dans la région de la Mai, plus précisément à Aféry, pour démarrer ses activités. L'occasion pour la FIRAPS de s'implanter dans cette région. Koulibaly Seydou et Aude Allegui. C'est par une séance de mise en forme que la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre a lancé ses activités à Aféry. 1500 randonneurs ont pris d'assaut les rues de la ville. La présidente de la FIRAP, Essan-Marie Laure, était avec le député maire et le sous-préfet d'Akoupé. Une longue procession qui, après quelques détours dans la ville d'Aféry, a pris des pistes escarpées à travers vallées et champs. Toujours dans la bonne ambiance, même si certains n'ont pas pu suivre le rythme. On était trop sur la route et j'ai trébuché, donc ma cheville est déplacée un peu. Donc je marche difficilement, c'est pourquoi je suis dans la voiture. Sport, ça donne santé. Sport, ça donne force. Tout ce que tu veux faire, s'il y a sport, ça peut aller. Nous venons de parcourir 6 km à pied. Et vraiment, cela nous fait du bien. Le sang circule bien, on a un bon rythme cardiaque. On se sent en parfaite santé. 6,5 km de marche qui n'ont pas altéré la bonne humeur des randonneurs. Je suis très heureuse de voir que les populations épousaient l'idée de faire du sport, de marcher surtout, car la marche procure à tout un chacun un bien-être et une bonne santé. J'ai insisté pour que cela devienne une culture. Chaque mois, on puisse vivre ça à Aféry et ça renforce la convivialité. Une randonnée qui s'est achevée là où elle a commencé, après 1 heure plus tôt sur des mouvements d'ensemble. Un pari réussi pour la présidente de la FIRAP. Je suis très satisfaite. Vous avez vu, toute la population d'Aféry est sortie. Donc je me suis sentie vraiment très heureuse en tant que présidente de fédération qui porte le flambeau en demandant à toute la population de s'adonner à la pratique du sport. Puis ce sont les élèves des différents groupes scolaires qui se sont affrontés dans un concours de marche rapide sur 100 mètres. Une discipline nouvelle à ne pas confondre avec la marche olympique. Au bout de 4 demi-finales et des finales, le grand vainqueur a été le collège Selga d'Aféry. Une semaine après la tenue d'un séminaire à l'endroit des arbitres, des maîtres de salle et bien sûr des présidents de ligue pour recyclage et renforcement des capacités, la Fédération ivoirienne de karaté-do et discipline associée, FICDA, a remis le couvert au programme Organisation du championnat national de karaté pour les enfants de 4 à 14 ans. C'était samedi dernier dans le hall 1 du Palais des Sports de Treichville. On voit avec Patrick Dadier. 500 enfants de 4 à 14 ans d'une soixantaine de clubs d'Abidjan et de l'intérieur du pays ont pris part au premier championnat national de la saison 2017-2018 de karaté. Catégorie mini-poussin, poussin, pupille, benjamin et minime étaient à l'honneur. Ces jeunes karatékas ont été mis à rude épreuve en kata, combat imaginaire avec plusieurs personnes, et en kumité, épreuve de combat avec un adversaire. Ces démonstrations n'ont pas laissé indifférent le patron du karaté ivoirien, Fanny Aboubakar, et les grands maîtres, Ansi Soumaoro Konoba, ceinture noire, 8e dan, ex-président de la FICDA, et l'emblématique Sanogo Suleiman, ceinture noire, 9e dan. Devant la performance de ces futurs grands champions et l'engouement suscité dans cette compétition, on ne pouvait qu'être comblé au plus haut niveau. Je suis très satisfait parce que nous avons une centaine de clubs et des centaines de participants. Donc une satisfaction totale. Je profite de l'occasion pour remercier les ligues et surtout les maîtres de salles qui ont mobilisé les enfants pour la réussite de ce championnat. Lauréats et parents ont exprimé leur joie au terme du tournoi. Je suis content parce que je me suis beaucoup entraîné. Je dis merci à mon encadreur. Je suis très heureuse pour cette victoire.
J'ai beaucoup travaillé pour cette compétition et je remercie le Seigneur pour cette performance. En tant que parent, moi je suis heureuse que ma fille participe. Parce que c'est vrai que ce n'est pas sa première fois, mais en fait ça lui donne le courage, elle s'amuse déjà, j'aime. Le cap est désormais mis sur le championnat national dans la catégorie cadette et junior, prévu le samedi 17 mars prochain. À l'international, on parle tennis à Indian Wells. Le Suisse Roger Federer file en 8e de finale de ce tournoi. Ce lundi, le numéro 1 mondial a tranquillement disposé de Filip Krajinovic au 3e tour. Et puis le duel des sœurs Williams a tourné à l'avantage de Vénus. Le point de ces deux belles rencontres avec Jean-Silver Esso et Samuel Netsch. Roger Federer n'a pas fait durer le suspense face à Filip Krajinovic lors du 3e tour du premier Master 1000 de la saison en Californie. Le numéro 1 mondial s'est facilement débarrassé de son adversaire en seulement 2 sets. Très vif sur les jambes dès les premiers points du match, le maestro a fait le break d'entrée avant de laisser revenir momentanément son adversaire dans la partie 2-0 puis 2-2. Federer inflige au final un cinglant 6-2, 6-1 au Serbe. Le numéro 1 mondial, qui n'a plus que 2 matchs à gagner à Indian Wells pour être assuré de conserver sa place sur le trône une semaine de plus, retrouvera en 8e de finale le Français Jérémy Chardy qui s'est lui offert Adrian Mannarino. Chez les dames, Serena Williams a été sortie par sa sœur aînée au 3e tour du premier Master 1000 de la saison. De retour sur le circuit, après 14 mois d'absence, l'ancienne numéro 1 mondiale s'est inclinée contre Vénus 6-3, 6-4. Fébrile et à court de compétition, Vénus a perdu son service au 6e jeu du premier set et a concédé la première manche en 36 minutes sur un jeu blanc. Ce duel entre les sœurs Williams est le 29e sur le circuit WTA. En 8e de finale du tournoi, Venus Williams retrouvera la tête de série numéro 21 du tournoi, Anastasia Sevastova. Manchester City, toujours impressionnant en Premier League. Hier, en déplacement à Stoke City, en conclusion de la 30e journée, Pep Guardiola et ses joueurs ont dominé leur adversaire avec un David Silva, auteur d'un doublé. Et puis en Espagne, le Betis Séville, après 2 matchs sans succès, a renoué avec la victoire. Le club andalou a eu raison de Alaves, 3-1, quand du côté de la Bundesliga, c'est opération maintien pour le Werder de Brême, qui semble fonctionner le Tour d'Europe avec le duo Jean-Silver Esso, Samuel Netsch. Leader du championnat avec 13 points d'avance sur son dauphin, Manchester City se déplaçait à Stoke, l'avant-dernier du classement. Sans forcer leur talent, les Sky Blues se sont imposés 2-0 avec un doublé de l'Espagnol David Silva, rayonnant dans ce match. 10e minute de jeu, Raheem Sterling envoie une belle passe vers David Silva qui montre une belle vision du jeu dans la boîte et ouvre le score. Le second but du leader intervient à la 50e minute. Après un remarquable travail de Gabriel Jesus, Silva bat pour la seconde fois Jack Butland. Avec cette victoire, City maintient son avance de 16 points sur son rival United à 8 journées de la fin. Les Citizens n'ont plus besoin que de 3 victoires pour assurer la première place. Ils pourraient même fêter le titre dès le 7 avril en cas de succès contre les Red Devils, à condition de battre aussi Everton le week-end prochain. En Liga, le Betis Séville, en s'imposant 3-1 sur la pelouse d'Alaves, a gagné 2 places dans le haut du tableau. Les Andalouses n'ont vraiment pas eu de difficultés pour maîtriser leurs adversaires. Lorraine et Ravi Garcia, en première période, donnent un avantage de 2 buts au Betis, qui marquera un 3e but à la 78e minute. En gagnant 3-1, les Beticos sont classés 8e et pointent désormais à 4 points de Villarreal, 6e, dernier qualifié virtuel pour la Ligue Europa. Enfin, en clôture de la 26e journée de Bundesliga, le Werder Brême a défait la lanterne rouge Cologne 3-1. Le Werder poursuit sa belle remontée après une première moitié de saison compliquée. Le FC Cologne, lui, continue de s'enliser.
La dernière étape des huitièmes de finale de la Ligue européenne des champions commence tout à l'heure et c'est l'objet de notre débrief. Manchester United, FC Séville, Roma, Shakhtar Donetsk. On aura droit à ces deux rencontres aujourd'hui pour les huitièmes de finale retour de la Ligue européenne des champions. Pour l'instant, présentation de ces deux rencontres avec Jean-Sylvain Ressot et Samuel Metch. 3 semaines après le nul 0-0 obtenu à El Stadio Ramon Sanchez, Manchester United part avec un léger avantage lors de l'acte 2 de sa double confrontation face au FC Séville. Les Mancuniens en forme en championnat sont pratiquement intouchables cette saison à Old Trafford. Pour cette rencontre importante de la Ligue des Champions, les Diables Rouges sont déterminés à être de l'épreuve des quarts de finale. Mais attention, Eric Bailly, Romelu Lukaku, Marcus Rashford et les autres Diables Rouges ont intérêt à rester prudents, car les Andalous, emmenés par Ben Yedder, Eder Banega et Nolito, veulent créer l'une des surprises de ces huitièmes de finale en éliminant Manchester United. Au même moment, au stade olympique de Rome, l'AS Roma, battu 2-1 à l'aller, tient à la revanche. Le club italien attend de pied ferme les surprenants Ukrainiens du Shakhtar Donetsk, impressionnant lors du premier face-à-face. Avec une obligation de marquer au moins un but sans en concéder dans une rencontre qui ne semble pas facile, le troisième de la Série A espère compter sur son fer de lance, Edwin Dzeko, pour réussir cette mission. Une mission pas facile car le Shakhtar Donetsk, même s'il est privé de l'expérimenté Darijos Srena, suspendu, dispose d'autres atouts, notamment sa colonie brésilienne, Fred, Tyson et Bernard, pour assurer la qualification en quart de finale. Alors, des rencontres très importantes à suivre tout à l'heure à 19h45. Mais déjà, messieurs, dites-nous, est-ce que l'AS Roma, selon vous, peut-elle inquiéter le Shakhtar Donetsk ? Eh bien, c'est une rencontre très équilibrée. On pourrait poser la question en renversant les deux facteurs. Est-ce que le Shakhtar Donetsk peut l'emporter face à l'AS Roma? Alors, à mon avis, l'AS Roma a quelque peu manqué sa chance à Donetsk, puisque l'AS Roma a mené 1-0 sur les terres du Shakhtar, qui, grâce à sa colonie brésilienne, celle dont parlait Samuel Metch dans l'élément, est revenue et l'a même emporté 2-1. Mais les Romains, soyez sûrs, ne manqueront pas d'arguments. Et leur coach, Di Francesco, va bien préparer cette rencontre. Alors, il faut dire que cette équipe de l'AS Roma pointe à la 2e place de la Série A du Calcio, à la 3e place de la Série A du Calcio, derrière la Juventus qui vient de prendre la tête et le Napoli. C'est-à-dire que l'équipe est en bonne forme. Elle dispose, indépendamment d'Edwin Dzeko, son attaquant dont a parlé Samuel, elle dispose également de Kolarov, Manolas, des défenseurs très expérimentés, De Rossi et Nainggolan, des milieux de terrain qui sont efficaces. Et devant son public du Stadio Olimpico, eh bien, les Italiens vous ont certainement rentrer dans les quarts. Et il faut dire que nous n'avons que de grosses affiches, il n'y a que de gros morceaux en ce moment. Voilà comment ça se présente. Votre avis? Oui, en fait, la question c'est est-ce que le Shakhtar a la possibilité de refaire son exploit du match aller? Parce qu'au match aller, la Roma tenait le match jusqu'à son but et jusqu'à ce choix tactique que je trouve désastreux d'arrêter de défendre en attaquant. Parce qu'ils sont passés... Ils ont au début commencé à défendre en attaquant, ils ont pu avoir un but. Et puis ils sont venus au schéma tactique italien qui consiste à laisser venir l'adversaire et à jouer. Or, l'équipe de Shakhtar, c'est une équipe à dominante brésilienne. Donc ce sont des personnes qui jouent avec une certaine euphorie. Il ne faut pas leur laisser de la marge. Dès qu'on leur donne de la marge, eh bien, leur capacité créative se met en route et on peut avoir un désagrément derrière. Donc aujourd'hui, il s'agira pour la Roma d'adopter le schéma tactique du match aller au départ, c'est-à-dire celui qui consiste à jouer pour gagner et non à jouer pour contrarier l'adversaire. Il faut jouer pour gagner. En 4-2-3-1. En 4-2-3-1, oui, ils auront intérêt effectivement à avoir un milieu où ils auront le surnom. Parce que la force du Shakhtar, c'est la qualité et la rapidité de sa transition défense-attaque. Ils sont des jeunes, ils vont très vite et ils ont appris à jouer en une touche. En plus, ils ont des garçons qui savent percuter sur les côtés. Donc, pour la Roma, il faut les priver de ballon. Il faut faire en sorte de casser constamment le rythme
pour mettre au rythme des anciens de la Roma, parce que la Roma, la moyenne d'âge est plus élevée, et donc il ne faut pas aller au rythme physique des Et ils seront en 4-3-3. Est-ce que vous pensez que c'est un schéma qui pourra s'ils restent en 4-3-3, ils vont souffrir parce qu'ils auront constamment au milieu plus de personnes contre eux. Donc, il faut qu'ils changent leur schéma, qu'ils aillent dans un système où, dès qu'ils perdent le ballon, il faut qu'ils aient leurs 2 lignes de 4, mais 2 lignes de 4 très avancées pour pouvoir contenir. En 3, avec seulement 3 personnes au milieu, ils vont subir ce que Paris a subi face au Real. C'est-à-dire qu'ils seront complètement perdus dans le milieu. C'est votre avis? Ils ont leur chance. Hein. Les Romains ont leur chance, mais il faut qu'ils jouent à l'italienne. Ils ont une avance d'un but, mais ils ne vont pas, dans un premier temps, rester dans leur camp. Il leur faut absolument essayer d'attaquer. Mais le scénario idéal serait pour les Romains d'ouvrir la marque. Dans ce cas, ils vont se livrer à leur jeu favori, contenir l'adversaire et placer un contre. Mais le Shakhtar Donetsk, hein, qui est en tête du championnat d'Ukraine avec devant le Dynamo Kiev, n'est-ce pas? Eh bien, est dans une très bonne forme. Hein. Et vous savez, ces Brésiliens, on en parle, il y a beaucoup de Russes parmi eux. Hein. Il y en a qui sont naturalisés. Eh bien, ils sont capables de prendre le jeu à leur compte et sur le plan offensif. Mais quels sont les atouts aujourd'hui des Romains? Les Romains, c'est Edwin Dzeko en attaque et puis la tenue du ballon en milieu de terrain et la solidité défensive. La maturité tactique. Voilà, c'est cela. Ils ont une maturité tactique. En Italie, dès les écoles de foot, ce qu'on apprend, c'est la tactique. Le respect de la stratégie, le positionnement les uns par rapport aux autres, la solidarité, la capacité de sortir pour aller compenser avec l'autre. Donc, c'est une maturité tactique impressionnante. Toutes les équipes italiennes le démontrent. On a vu hein, dans le match où Tottenham est tombé, mais c'est encore les questions de maturité tactique. Tottenham tient son match, mais à un moment donné, 5 minutes d'absence dans le jeu, ça suffit à les éliminer. Ouais, donc, c'est ça la grandeur des Italiens. Ils peuvent être complètement dominés dans un match jusqu'à la 89, la 90e. Ils savent que s'ils restent techniquement disciplinés, ils peuvent avoir leur mot à dire. Et ils jouent tout le temps que dure le match. Ils ne sont pas un moment dedans et un moment dehors. Non, ils sont tout le temps dedans. Ils peuvent paraître dominés, mais ils sont dans leur schéma tactique et ils iront jusqu'au bout avec la même persévérance que dans n'importe quel match. Franchement, la maturité tactique des Italiens, elle est impressionnante. Même quand on regarde leur championnat, c'est vraiment impressionnant. Et Michel Platini disait que quand on voit 0-0, on se dit « Oh non, c'est pas un bon match ». C'est bien. 0-0 en Italie, c'est pas un mauvais score du tout. Voilà, donc comme on le disait tout à l'heure, la Roma sera donc dans un schéma de 4-3-3. On aura donc Alisson qui sera dans les buts, Florenzi, Manola, Fazio. Voilà, dont vous parliez tout à l'heure. Florenzi joue sur le côté droit. Il joue indifféremment latéral droit ou en montant défenseur ou milieu sortant sur le côté droit. Mais c'est surtout au milieu du terrain avec l'expérimenté De Rossi et avec Nainggolan, le joueur d'origine turc, mais qui est belge, qui est le belge d'origine turque. Eh c'est du solide. On peut faire confiance aux Romains et sur ce plan-là. Et puis Dzeko il en a une vingtaine de buts dans la saison, ce qui est un total énorme hein, dans le contexte du Calcio. Voilà, mais attention devant, il y a le gardien international Piatov. Hein. On a parlé des Brésiliens et puis il faudra également parler sur le plan tactique de leur coach qui est un Portugais, il s'appelle Fonseca. Et croyez-moi, hein, il mène bien sa barque, hein, que ce soit en championnat d'Ukraine ou en Ligue des Champions, puisque les Ukrainiens sont sortis, il faut le dire, de la poule de Manchester City. Alors, Manchester City premier, Shakhtar deuxième, et puis ils ont éliminé le Sporting Calcio, enfin, le Sport Società Calcio Napoli, c'est comme ça le vrai nom. Napoli qui était troisième, et puis Feyenoord de Rotterdam, le champion des Pays-Bas. Donc ils sortent d'une bonne poule. Et, ma foi, ils ont des références. Et vous savez qu'ils ont déjà brillé en Europa League. Ils sont arrivés en demi-finale plusieurs fois. C'est une équipe qui est habituée du haut du tableau dans les compétitions internationales. Un score pour vous, pour ce match? Je pense que ça peut faire 2-1 comme à l'aller. Pour la Roma. Ouais. Bon, moi, je sais pas, je peux rien dire. Pour moi, je peux donner un score quand j'ai vu les 15 premières minutes. Tant que j'ai pas mais là, c'est tricky, il a bien raison, parce que c'est vrai. J'ai fait une analyse à partir de ce que me présentent les entraîneurs. Mais là, c'est plus un pronostic, c'est plus un pronostic en tant que tel. C'est une analyse tactique. Si vous avez déjà vu les pronostics, c'est pour les images. supporters. Nous, on est dans de l'analyse tactique. On doit partir à partir d'éléments fiables. Les deux équipes ont fait un match à l'aller, mais là, c'est un autre match.
D'accord. Ils peuvent venir dans des schémas totalement différents de ce que nous avons vu. Donc, après votre pronostic, il est totalement à l'eau. Alors que quand on a vu 15 minutes, on sait quelle est la réalité du jour. On peut donc dire avec précision, écoutez, ce match, pour moi, ça finit de telle façon. On a 5 minutes donc pour parler du deuxième match qui va opposer Manchester United à Séville. Deux oppositions de deux styles. Qu'est-ce qui va faire la différence entre ces deux équipes? Eh bien, l'expérience de José Mourinho et la tactique habituelle qu'il va adopter. Alors, José Mourinho, avec son équipe des Red Devils, il est deuxième de cette première ligue. C'est formidable, hein, derrière Manchester City, c'est formidable, mais quand on regarde jouer cette équipe de Manchester United, vraiment, elle ne donne pas envie. Vraiment, et pourtant, regardez un peu, elle bat les Reds de Liverpool, 2 buts à 1. Elle gagne à Crystal Palace, 3 buts à 2. Après avoir été menée 2-0, avant cela, elle a battu Chelsea, 2 buts à 1. José Mourinho s'applique à franchir les obstacles. Il ne s'appliquera pas à étaler sur la pelouse du beau jeu. Le beau jeu, ce n'est pas son truc. Et pourtant, il a les moyens de bien jouer avec devant des flèches comme Rashford et Alexis Sanchez. Au milieu de terrain, Pogba, Mata. Et en défense, il faut parler du brillant retour de notre compatriote Eric Bailly, qui est venu donner de l'équilibre à cette défense. Et puis derrière, il y a celui qui est tout simplement le meilleur gardien de but de la planète, puisque Neuer, on ne peut pas établir de comparaison avec Neuer cette année, puisque ça fait 2 ans que le gardien du Bayern ne joue pas. Maintenant, il faudra se méfier de cette équipe de Séville, bien sûr. 0-0 au Stade Sanchez-Pizjuán. Eh bien, les pronostics sont en faveur de cette équipe de Manchester United. Mais attention, à Séville, on a des attaquants qui sont vifs et qui ne sont pas très grands. Wissam Ben Yedder, par exemple, et Nolito peuvent troubler quelque peu l'arrière-garde des Red Devils. Bon, en milieu de terrain, on a le français Nzonzi, d'origine congolaise. Et puis derrière, on a un bon gardien, Sergio. Il y a des éléments sur lesquels peut compter l'entraîneur italien Vincenzo Montella, qui était l'attaquant de la Fiorentina à l'époque. Il a beaucoup de discernement dans ses choix, même s'ils viennent de perdre sur leur terrain face à Valence. Eh bien, on dira sans grand enthousiasme que Mourinho va très certainement passer le tour. Ces deux équipes ce soir vont adopter le même schéma tactique, à savoir le 4-2-3-1. En réalité, quand on connaît Mourinho, il faut savoir que Mourinho ne joue pas pour imposer un style de football qui lui est propre. Il joue à contrarier l'adversaire. C'est tout son schéma. Quel que soit l'adversaire qu'il a en face, il analyse quels sont les points forts de cet adversaire et il prépare son équipe à déminer tous les atouts de l'adversaire. Donc, son équipe, l'équipe de Mourinho ne produit pas de jeu, mais empêche l'adversaire de produire du jeu. Puis après, son équipe fait en sorte de marquer un but, juste un. En tout cas, un seul pour faire la différence et l'équipe se qualifie. Donc, Mourinho joue vraiment le résultat. Il ne joue rien d'autre que cela. Il met toute son équipe à la dimension du résultat. Il met tout le monde au travail pour un résultat précis. Et il ne cherche pas des scores fleux. Il ne cherche pas à écraser l'adversaire. Il ne cherche pas à impressionner l'adversaire. Il ne cherche pas à plaire au public. Il se dit, ce match, voilà les réalités. Voilà ce que me propose mon adversaire. Voici ses points forts, voici ses points faibles. Par rapport à ça, comment je m'organise, il prépare son match de cette façon, point. Et il a sa qualification comme ça. Et donc aujourd'hui, c'est à Séville et à l'entraîneur de Séville de bien analyser quels sont les éléments sur lesquels Mourinho veut les contrarier. D'accord. Et trouver la parade. Dès qu'ils auront trouvé la parade, ce sera joué. Mais s'ils ne trouvent pas la parade, eh bien Mourinho va encore gagner pendant que nous aurons le temps de bien nous ennuyer. C'est comme ça, Mourinho, il faut faire avec. Voilà, Manchester United, FC Séville, Roma, Shakhtar Donetsk à suivre tout à l'heure sur le coup de 19h45. On nous informe que nous avons maintenant les images de Muriel Aouré. Avant donc de vous quitter, nous allons avoir ces images. Muriel Aouré qui est bien arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, accueilli par plusieurs personnes, des Ivoiriens, contents de revoir leur star. Muriel, on le rappelle, qui est championne du monde du 60 mètres en salle. Et sa vice-championne, c'est bien sûr Marie-Josée Talou, mais pour l'instant, voilà Muriel, voilà, qui mérite cet accueil-là. Oui, la reine du sprint ivoirien, c'est elle qui a tracé la voie à Marie-Josée Talou. Muriel Aouré, qui a eu près d'1 an et demi, 18 mois, où elle a couru en demi-teinte, contrariée dans son projet sportif par des pépins musculaires et également par
un choc d'origine familiale, familiale. Voilà. Et là, avec tous ses moyens, elle montre qu'elle revient bien. Et cette victoire dans le 60 mètres indoor en salle, eh bien, augure de lendemain tout aussi intéressant pour notre championne. Moi, je retiens bien sûr Muriel Aouré championne, mais je retiens surtout l'accolade avec Marie-Josée Talou et avec le drapeau et dans un drapeau ivoirien. C'est la fierté de la Côte d'Ivoire avec Marie-Josée Talou et c'est une grande championne. Elles seront là demain sur notre plateau, ces deux championnes, Muriel Aouré et Marie-Josée Talou. Nous allons pouvoir parler avec elles, nous allons pouvoir les féliciter encore pour cette belle image qu'elles ont donnée de la Côte d'Ivoire au monde entier. Merci messieurs. Demain, on se retrouvera certainement pour ce plateau encore avec nos championnes, comme je l'ai dit, mais aussi avec d'autres informations sportives. Merci et bonne soirée.